Bonjour à tous et bienvenue dans le Share and Dare avec Laura Le Sieur qui nous a déjà fait l'honneur de sa présence une première fois et qui nous rejoint une seconde fois pour parler de l'audace. Donc Laura Le Sieur qui est conférencière en leadership, sur les sujets de leadership et d'audace et qui va nous présenter une chouette présentation sur donc l'audace. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous effectivement à nouveau, en présentiel pour certains et puis à distance effectivement pour les autres, pour vous parler d'un sujet qui, comme on le disait en introduction, qui m'est cher, le sujet de l'audace et le sujet de la chance. Et vous voyez que le titre de cette conférence, c'est « Muscler son audace pour créer sa chance », tout simplement parce que ce sont des éléments qui s'entraînent, qui s'exercent et sur lesquels on peut capitaliser. Alors, pour compléter un tout petit peu ce qui vient d'être dit et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous dire quelques mots à mon sujet avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai toujours été dans des écosystèmes de la tech. J'étais sur des fonctions commerciales. J'étais VP Sales dans une entreprise qui s'appelle 360 Learning, dans la formation digitale, sur des contextes très intéressants parce que en performance, avec des levées de fonds, faire passer l'entreprise de 50 collaborateurs à 200 en moins de 3 ans, donc des challenges très excitants. Et j'ai créé effectivement ma deuxième entreprise, donc Legend Daily, sur le sujet de la formation et notamment de la formation et des conférences sur le leadership, sur l'audace, comme ça vient d'être dit. J'ai également créé un média qui s'appelle Legend Ladies, qui est le premier média sur l'ambition féminine en France, qui cumule aujourd'hui 100 épisodes de podcast et une émission télé. C'est à peu près 18 000 écoutes par mois pour montrer que l'ambition est quelque chose justement qui peut s'acquérir, que c'est un mot positif. Il y a parfois une connotation un peu péjorative en France. Donc c'est aujourd'hui le média que j'anime en parallèle. Et puis j'anime également des masterclass, cette fois dédiées aux femmes, au leadership pour les femmes, où on parle bien sûr d'audace, même si aujourd'hui on va s'adresser aussi bien à vous messieurs qu'à vous mesdames. Alors pour poursuivre sur le sujet du jour, muscler son audace pour créer sa chance, on va voir 4 points principaux sur ce sujet qui est fondamental, parce que quand on parle d'audace, on parle évidemment derrière de leadership, on parle de confiance en soi, on parle aussi de manière sous-jacente du syndrome de l'imposteur, parce que qui dit audace dit légitimité, dit crédibilité, et en fait plus on ose, plus on va acquérir de l'expérience, et donc on va le voir, plus on va acquérir de la confiance. Donc premier point qu'on va voir, c'est important d'identifier quels peuvent être les freins à notre audace. Pourquoi finalement au quotidien on n'ose pas plus? Qu'est-ce qui est de nature à nous empêcher ou à freiner quelque part nos élans? Le deuxième point dont on va parler, c'est créer sa vision personnelle. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est clé quand on parle d'audace. Ensuite, on va dire comment est-ce qu'on passe de l'idée, de l'intention, quelque part à l'action. Souvent, il y a un fossé entre les deux. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai des rêves, j'ai des ambitions. Comment est-ce que j'en fais des réalités ? Et puis le quatrième point, c'est nourrir sa confiance. Je vous le disais, la confiance est liée à l'audace parce que l'idée, c'est que tout ça, ça puisse durer dans le temps. Et pour que l'audace puisse durer dans le temps, il faut nourrir sa confiance. On va aussi, par la suite, après cette conférence, avoir des temps d'échange. Donc surtout, n'hésitez pas, que vous soyez en présentiel ou en ligne, à garder vos questions, à les poser, il me semble, sur le chat. Et à tout simplement les poser à la fin. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger là-dessus. Et j'insiste, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de questions idiotes, sauf celles qu'on n'ose pas poser. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est aussi là. C'est le principe, je crois, des Share and Dare, pour partager, pour échanger. Donc, sans plus tarder, le premier point, quand on parle d'audace, avant de savoir où l'on va, quand on parle d'audace, on pense immédiatement à un élan. Et bien avant ça, il faut comprendre d'où l'on vient. Et notamment, qu'est-ce qui peut être de nature à nous freiner dans notre audace. Rapidement sur ce sujet-là, moi j'aime bien rappeler qu'on l'oublie assez tôt finalement dans notre vie, mais on a tous et toutes une résilience naturelle. Je ne sais pas si vous avez une idée, peut-être que vous pouvez partager vos guesses, vos devinettes dans le chat, mais à votre avis, combien de fois un enfant va tomber, un bébé va tomber avant de se mettre à marcher pour de vrai? Qu'est-ce que tu dirais toi? Une petite centaine, je dirais. Hein. Peut-être un peu moins. C'est plus de 2000 fois. Alors bon, moi je triche un peu parce que j'ai un enfant de 22 mois à la maison, donc j'ai pu expérimenter, j'ai pas compté, mais c'est très connu dans les neurosciences. Un enfant va tomber près de 2000 fois avant de réussir à marcher. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que les enfants, par définition, notamment les petits bébés, ils sont beaucoup moins empreints de tous ces freins, de toutes ces injonctions qu'on acquiert en fait quand on avance dans la vie, quand on avance dans la société, et qui vont nous empêcher, qui vont être comme des barrières qu'on va se mettre. Et comme effectivement ils n'ont pas encore connaissance de ça, c'est un bon exemple. Donc en moyenne, on tombe quasiment 2000 fois avant de se mettre à marcher. Donc on a tous et toutes
eu cette résilience naturelle qui nous pousse à oser, à essayer, à aller de l'avant, à tomber parfois, mais à se relever. Si on transpose ça à nos vies d'aujourd'hui, à peu près combien de fois, et aussi à quelle vitesse, est-ce qu'on se relève après une déception, après un échec professionnel ou sentimental, après une déconvenue? Vous voyez, notre capacité de résilience qu'on a pourtant tous et toutes au fond de nous, eh bien, elle s'amenuise au fil du temps. On a aussi, au-delà de la résilience, une sorte de curiosité naturelle. Et la curiosité, c'est aussi le fait d'essayer. Ça va bien sûr de pair avec l'audace. Là, c'est fascinant, j'en reviens aux enfants. Regardez, avant l'âge de 7 ans, comment est-ce que les enfants marchent quand ils sont dans la rue ou quand ils sont en balade en forêt, peu importe. Ils ne sont pas comme nous, adultes, en train de suivre une ligne droite. Non, non, un enfant de moins de 7 ans, quand il est dans la rue ou en forêt, il fait des tours sur lui-même, il fait des pas de côté, il revient sur ses pas et ainsi de suite. Parce qu'il est dans un élan de curiosité. Il est dans un élan d'exploration naturelle, bien évidemment. Mais plus on avance en âge, plus on va justement se discipliner pour essayer notamment de rentrer dans la norme. Et là, c'est très intéressant parce que qui dit norme dit moins de créativité et dit forcément moins d'audace. C'est hyper intéressant, regardez nos mots et nos expressions qui vont conditionner notre manière d'être. Il faut le recadrer, il est hors champ, il faut le remettre dans le droit chemin, il faut rentrer dans le rang. Vous voyez un petit peu toutes ces injonctions à suivre des chemins tout tracés, à suivre des lignes droites. Bien évidemment, c'est nocif pour toute forme de créativité et pour toute forme d'audace. Donc ça, il ne faut pas oublier qu'on a tous et toutes eu en nous une résilience naturelle et une créativité naturelle qu'on va plus ou moins perdre, mais qu'on peut retrouver bien évidemment et heureusement. Alors, une fois qu'on a fait ces constats, moi j'aime bien rappeler que les mots ont un impact parce que ce qu'on dit, ce qu'on entend vient conditionner nos pensées et aussi on va voir nos actions. Se souvenir que dans impossible, eh ben, il existe aussi un, plus loin, possible. Mais c'est vrai qu'on a tendance, au fur et à mesure, à avoir du mal à s'en souvenir. Alors, il y a deux éléments principaux qu'on retrouve dans les neurosciences qui sont de nature à nous brider, justement, dans notre élan, et dans le fait de se dire « c'est possible ». Rapidement, ces deux éléments, quels sont-ils? Le premier, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est un phénomène qui a été théorisé dans les années 70, en 75 aux États-Unis, par un psychanalyste qui s'appelle Martin Seligman. En fait, si on doit donner une définition sur ce sujet, l'impuissance apprise, c'est une perte de confiance dans ses capacités à réussir en mobilisant ses efforts, suite à des échecs répétés, ou bien suite à une absence de retour sur investissement. Et je vais vous prendre des exemples. Premier exemple avec l'éléphant, et après j'en viens à ce que vous avez déjà certainement, les uns les autres, dû expérimenter. Là, vous voyez l'image d'un éléphant qui est retenu à sa patte par une corde. Cet éléphant, quand il naît, il se met tout de suite quasiment debout, il essaye de marcher. Si, quand il est tout petit, dès ses premiers jours de vie, vous lui mettez une corde à la patte, retenue, vous voyez, à un pilori comme sur l'image, il va essayer au début de se débattre, 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a beau se débattre, il n'y arrive pas. Il intègre l'idée que quand il y a un moyen de pression à sa patte, ça ne sert à rien d'essayer de se débattre, il n'y arrivera pas. Sauf que la biologie aidant, cet éléphant, il va grandir, il va doubler de taille, il va doubler, voire même tripler de poids, et bien sûr de force. Vous voyez à quoi ressemble un éléphant taille adulte. Et si vous lui mettez quelque chose d'un petit peu plus costaud, mais de totalement déplaçable par rapport à sa morphologie, et que vous lui mettez un moyen de pression à la patte, il aura tellement intégré que ça ne sert à rien de se débattre quand il y a un moyen de pression, eh bien qu'il ne va même pas essayer, alors même qu'il a toutes les capacités physiques de déplacer même un enclos entier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Je vais vous donner un exemple pour vous toutes et tous. Regardez quand on se dit « moi, j'ai pas le sens de l'orientation »,« moi, j'ai pas le sens du rythme »,« moi, les chiffres, je suis pas à l'aise, je suis pas doué en compta, en finance, etc. » On intègre des idées comme des acquis. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ont plus ou moins de prédisposition pour des champs d'activité que d'autres. Ça, on est d'accord. En revanche, on intègre tellement l'idée que c'est pas possible qu'on va considérer ça comme quelque chose qui nous constitue comme un acquis. Et donc, on développe sur ces sujets, je vous ai cité 2-3 exemples, une impuissance apprise. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, pour terminer sur les freins à notre audace, c'est son corollaire de l'impuissance apprise qu'on appelle les croyances limitantes. Alors, avant de parler des croyances limitantes, j'aimerais que ceux qui sont en ligne nous disent, à votre avis, combien de pensées traversent notre cerveau par jour? Alors, pensée consciente ou pensée inconsciente? Ceux qui sont dans la salle peuvent aussi essayer de répondre si vous avez une idée. À votre avis, combien de pensées, conscientes ou inconscientes,
traversent notre esprit chaque jour? 1000, 10 000? Qui dit plus? On est aux enchères? Ah, effectivement, j'ai entendu 100 000. C'est un petit peu moins, mais on a près de 65 000 pensées, conscientes ou inconscientes, qui traversent notre cerveau chaque jour. Jusque-là, c'est un chiffre, rien de dramatique. Dans ces pensées, vous en avez 90% qui sont inconscientes. Et là où ça devient un problème, c'est que vous en avez 75% qui sont des pensées négatives. Alors, ça s'explique tout simplement pour des questions de survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'à l'âge de la période des cavernes, on devait être en état d'alerte, donc voir le danger avant de voir l'opportunité pour maintenir la survie de l'espèce et être en mesure de se protéger. Sauf que, évidemment, l'époque a quand même changé et aujourd'hui, on garde malgré tout ce biais négatif qui nous fait voir le danger avant l'opportunité et qui, bien sûr, si on rattache ça à l'audace, nous empêche et nous limite quelque part pour aller de l'avant et pour oser. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que c'est que le cercle infernal des croyances limitantes? Et vous allez voir, là encore, je vais vous prendre un exemple qui, je pense, vous parlera. Il faut comprendre qu'on a, c'est vraiment caricatural, mais 3 cerveaux. Notre cerveau rationnel, le néocortex. Notre cerveau limbique, qui est le cerveau de l'émotionnel, et notre cerveau des réflexes, de la peur ou du plaisir, le cerveau reptilien. À votre avis, dans quel cerveau se prennent l'immense majorité de nos décisions? J'entends reptilien, perdu. Et non. L'immense majorité de nos décisions se font dans le cerveau limbique. Le cerveau limbique, je vous ai dit, c'est le cerveau des émotions. C'est le cerveau de la motivation. C'est le cerveau de l'imagination et c'est le cerveau qui prend, toutes les études neuroscientifiques concordent, qui prend 85% voire plus de nos décisions. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez commencer à changer quelque chose dans votre vie, commencez à essayer de changer votre manière de penser. Pourquoi? Vous voyez, ce cercle, il est très simple. On a des pensées qui vont générer des émotions. Ces émotions sont à l'origine de la plupart de nos actions ou bien de nos inactions, ce qui va générer des résultats, et ces résultats viennent renforcer la pensée initiale. Exemple très concret. La peur la plus partagée par les Français après la peur de mourir, est-ce que vous savez ce que c'est? Comment? La peur de parler en public. Bon, je vous rassure, je vais bien. Jusqu'ici, ça va. Mais imaginons, si ma pensée c'est « je ne suis pas à l'aise sur la prise de parole en public », c'est une croyance limitante, c'est une pensée négative à mon sujet. Qu'est-ce que ça va générer comme émotion? Ça va générer du stress, de l'anxiété, un manque de confiance, tout ce qu'on peut imaginer comme émotion négative rattachée à cette pensée. Ces émotions, qu'est-ce qu'elles vont me faire prendre comme inaction ou comme action? Comme inaction, puisque je ressens tout ça, bien évidemment, je ne vais jamais me proposer en réunion ou bien encore pire en conférence pour prendre la parole. Dans les actions, eh bien, si je suis vraiment obligée de le faire parce que j'ai une responsabilité, ça va être un exercice où je ne vais pas être à l'aise, ça va être un petit peu douloureux pour moi en général aussi pour les autres. Et donc le résultat, qu'on soit dans l'inaction ou dans l'action, c'est que soit je m'entraîne jamais à prendre la parole en public, donc moins j'ose, eh bien moins je me sens légitime et moins je me sens à l'aise, ou bien si je suis obligée de le faire, l'expérience est désagréable et j'en ressors en me disant « je le savais, je ne suis pas à l'aise avec la prise de parole en public ». Donc vous voyez à quel point le résultat vient renforcer la pensée initiale. Et ça marche pour tout. Si vous vous dites dans la pensée « ah, j'aimerais bien postuler au poste d'après dans mon entreprise, mais je ne suis pas suffisamment légitime », l'émotion c'est manque de confiance, manque de légitimité, crainte, doute. L'action ou l'inaction, c'est que jamais vous allez parler de vos initiatives, vous n'allez pas vous mettre en avant, vous n'allez pas oser demander. Évidemment, il y a beaucoup de chances pour qu'on ne pense pas à vous pour le poste d'après, et donc que vous vous disiez « ah ben je le savais, je ne suis pas légitime, je n'étais pas légitime justement pour ce poste ». Donc vous voyez à quel point en fait ce cercle des croyances limitantes peut avoir une mécanique vicieuse. J'y ai passé un peu de temps sur l'impuissance apprise et les croyances limitantes, tout simplement parce qu'une fois qu'on a dit ça, l'objet de la conférence, c'est pas de vous expliquer comment on peut dépasser tout ça, mais quand même, 70% du job là-dessus, c'est d'avoir le bon diagnostic, de vous poser et de vous dire où se situe mon impuissance apprise et quelles sont mes 2 ou 3 pensées limitantes majoritaires. Et à partir de là, essayer de les déconstruire. C'est vraiment 70% du travail pour commencer à les dépasser, c'est de les identifier clairement, de les mettre, je vous conseille, noir sur blanc. C'est important que l'œil voit aussi les phrases qui sont de nature à vous limiter. Et les 30% du travail, peut-être que ça fera l'objet d'une autre conférence ou qu'on en reparlera. Voilà, donc les 2 éléments qui sont de nature à nous limiter.
Je voudrais insister aussi sur le fait que c'est lié, mais on n'est pas défini par notre passé, quel qu'il soit, par ce qui nous est arrivé dans la vie. On n'est pas non plus défini par nos émotions. Je vous ai parlé à l'instant de l'impact des émotions. Les gens souvent se disent « moi je suis comme ci, je suis comme ça ». Non, vous pouvez être une personne leader, ambitieuse, positive et qui réussit et avoir de la tristesse à un moment donné et ressentir de la déception et avoir un sentiment parfois de manque de confiance. On n'est pas défini par nos émotions. Nos émotions nous traversent. Il ne faut pas se laisser définir par ça. D'accord ? Et enfin, on n'est évidemment pas défini par ce que les autres projettent sur nous. Les étiquettes, ça a aussi beaucoup de poids, comme les croyances limitantes, donc c'est important de se le rappeler et de l'avoir en tête. Alors, l'idée, maintenant, pour passer effectivement de l'idée et de l'intention à l'action, c'est de réapprendre quelque part la gymnastique du possible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? D'abord, il faut commencer pour être plus audacieux, pour muscler son audace, puisque c'est notre sujet, par créer ce que j'appelle sa vision personnelle. Toutes les entreprises ont une vision. Tous les leaders ont une vision. C'est même un des ingrédients qui revient le plus quand on parle de leadership. Mais vous êtes, en fait, aux commandes d'une entreprise qui est celle de votre vie, et vous êtes aussi leader, leaduse de votre propre existence. Donc c'est toujours étonnant, je trouve, de se dire je connais la vision de mon entreprise ou de mon équipe, mais moi, quelle est ma vision personnelle ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision personnelle ? C'est tout simplement une image positive, ambitieuse, concrète d'un futur souhaitable, en fait, d'une meilleure version de vous-même que vous voulez devenir à horizon, disons, à peu près 10 ans. Il peut se passer beaucoup de choses en 10 ans. Donc, c'est quelque part une vision de la meilleure version de vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que quelque part, si vous voulez avoir un cap, si vous voulez avancer, si vous voulez avoir plus d'audace, si ça ne repose pas sur une vision que vous avez, qui est une vision plus ambitieuse que ce que vous faites aujourd'hui, eh ben ça manquera quelque part d'un pourquoi, ça manquera d'un moteur. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vision personnelle ? En fait, il faut vous dire que c'est aujourd'hui, c'est dans vos actions quotidiennes que vous construisez la personne que vous voulez devenir demain. Pour élaborer cette vision personnelle, vous pouvez répondre à quelques questions simples et vous allez voir que c'est très global. Concrètement, c'est quel rêve a réalisé le moi de dans 10 ans ? Quels sont les challenges que cette personne a relevés ? Dans quel type d'environnement est-ce que cette personne vit ? De quels gens est-ce qu'elle est entourée ? Ça, c'est très important. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous influence. Qu'est-ce qui émane de cette personne quand elle rentre dans une pièce, avant même qu'elle prenne la parole ? Vous voyez quel est l'impact, quelle est l'aura qui se dégage de cette personne ? Évidemment, quelle est sa profession, mais vous voyez que c'est bien plus grand que je voudrais être dans 10 ans le DG de telle entité ou être l'entrepreneur dans telle branche, etc. C'est vraiment une vision globale. C'est important parce que là, sur la vision, il ne faut pas se limiter. Il y a une phrase qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est que finalement ils ne sont pas assez grands. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus ambitieuse qui soit. Parce que ce qui va compter, c'est pas tellement de cocher toutes les cases et de réaliser ça. Je vous le disais, la vision, c'est vraiment le moteur de votre audace. C'est vous dire, ok, je sais vers quoi je tends. Et je vous donne un exemple sur ce point de la vision personnelle. Si demain vous êtes face à un choix difficile, si vous êtes face à un contexte un petit peu compliqué, si vous vous rattachez à la vision de vous-même que vous avez dans 10 ans et que vous vous dites « là, je suis dans une situation complexe », pas « comment est-ce que je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire ?» Non. Qu'est-ce que ferait la personne que j'ambitionne de devenir dans 10 ans ? Quelle décision est-ce que cette personne prendrait ? Eh bien, vous allez voir que si vous faites ça, ça va forcément vous élever et vous aider d'une certaine manière à prendre des décisions, pas forcément les plus faciles, mais peut-être les plus courageuses et les meilleures. Et c'est aussi en faisant des choix, on est la somme de nos choix finalement, des choix comme ça, en étant guidé par une meilleure version de soi-même qu'on finit par devenir cette version-là. Alors, ce qui est utile aussi dans le sujet de la vision personnelle, c'est de réussir à la matérialiser sur ce qu'on appelle un vision board. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet outil-là. C'est quelque chose de très visuel qui consiste tout simplement parce que vous savez que le pouvoir de la visualisation, et là j'insiste parce que tous les grands champions sportifs ont des coachs de préparation physique, mais ils ont aussi tous des coachs de préparation mentale. Et ils font tous et toutes au JO de la visualisation positive, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent en situation de succès, mais dans les moindres détails, comment je vais passer cette étape-là, comment je vais marquer tel but, etc., pour arriver à la meilleure performance. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec le vision board ? Le vision board, c'est un tableau.
Là, je vous donne un exemple, vous pouvez en trouver plein sur Google, sur Pinterest ou autre. C'est un tableau que vous pouvez réaliser soit sur Canva ou d'autres logiciels, soit à la main, comme vous le souhaitez, si vous êtes plutôt créatif ou créative, qui est constitué principalement d'images et de mots ou de phrases qui vous inspirent. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de vos rêves, professionnels, personnels, associatifs, peu importe, et de mettre des images derrière ces projets. Vous voulez faire un tour du monde ? Mettez l'image d'un avion, d'une destination qui vous fait rêver. Vous voulez devenir, je ne sais pas, le DG de telle entité ou bien créer votre entreprise, mettez une image qui vous rappelle ce rêve. En fait, avoir un vision board, c'est mettre au premier plan de votre conscience vos rêves. Et ça, c'est fondamental parce qu'on sait comment se passe la vie. On est pris dans un quotidien de mails, d'aléas, d'obligations, de difficultés, de contraintes personnelles, professionnelles. Et à la fin de la journée, on n'a juste plus le temps en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, ce qui compte pour moi, je le vois quasiment tous les jours. Vous avez votre vision board, il peut changer, je ne sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, peu importe. C'est vous qui décidez, tant qu'il vous inspire, vous le gardez. Et ça vous permet de mettre vraiment au premier champ de votre conscience les éléments qui comptent pour vous. Donc ça, c'est sur le sujet du vision board. Je vais peut-être m'arrêter 15 secondes s'il y a des questions qui sont apparues maintenant sur le chat ou bien si on continue. Alors pour le moment, il n'y en a pas. Est-ce que les personnes en ligne, vous avez des questions ? Celles et ceux qui sont là, ça va ? Pas de questions, c'est bon ? Allez, on continue et puis on garde peut-être les questions du coup pour la fin. Alors on gardera les questions pour la fin. Donc, sur le vision board, on a donc, premier point, on a identifié ce qui était de nature à nous freiner ou à nous bloquer. On a matérialisé notre vision personnelle. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est de se dire, ok, comment je fais pour quelque part passer de l'idée, de l'intention à l'action ? Comment est-ce que quelque part je vais vraiment mettre mon audace à l'épreuve ? La plupart du temps, vous connaissez certainement les objectifs SMART. Qui ne connaît pas les objectifs SMART ? Quasiment tout le monde ? Ouais, alors, ça me permet de le rappeler, c'est très bien. Pourquoi je vous parle de ça ? Vous allez voir qu'en fait, pour vraiment passer à l'action, il y a 3 étapes fondamentales. La plupart du temps, le 1er janvier, parfois aussi en septembre, on va se prendre des bonnes résolutions. En général, à peu près une semaine après, en général, c'est au moment de la galette des rois. Elle chute, c'est la chute libre et on les oublie un petit peu. Bon, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en général, les bonnes résolutions, on prend toujours les mêmes d'année en année, ou bien on les prend, on les oublie. Pourquoi ? Parce qu'on a l'intention qu'on va formuler, moi je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis on n'a pas la méthode, on ne suit pas la méthode, alors qu'une méthode, il y en a une, pour passer justement de l'intention à l'action. Donc, évidemment, se fixer des objectifs SMART, qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART ? C'est pas, par exemple, je vais me faire un challenge sportif. Ça, c'est pas un objectif SMART. Je vais courir un semi-marathon en septembre 2022. Ça, c'est un objectif SMART. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un objectif qui doit être formulé et écrit de manière spécifique, donc suffisamment précise, de manière mesurable, c'est le M, de manière atteignable, de manière réaliste quand même par rapport à mon contexte, parce que sinon c'est décourageant, des objectifs qui ne sont pas smart. Et le T, c'est du timing, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une date de fin. Je me fixe 6 mois, 1 an, 2 ans, mais il y a une date butoir. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Donc ça, c'est la première chose. Je me fixe des objectifs qui sont clairs avec la méthodologie SMART. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de suivre cette méthode qui s'appelle TCT. C'est la méthode des tâches concrètes et terminables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que vous avez votre objectif SMART, l'idée, c'est de le décomposer en autant d'étapes nécessaires pour y parvenir. Et en fait, il faut que ce soit des choses suffisamment précises pour que vous puissiez quasiment chaque semaine y mettre un petit drapeau en vous disant, et vous allez voir pourquoi aussi, c'est bon, ça je l'ai fait. Et toutes ces étapes vont à la fin, une fois que les étapes sont réalisées, faire que vous avez atteint votre objectif. Je vous donne plusieurs exemples parce que je me suis appliqué ça à moi-même pour un chantier qui était par exemple la création du média dont je vous parlais, qui a eu 2 ans, qui aura 2 ans en juin prochain, donc non, ça y est, c'était la semaine dernière en réalité, et en fait qui est la création d'un podcast. Moi, je ne connaissais rien au paysage du podcast, il y en avait déjà beaucoup, je ne maîtrisais absolument pas la technique, je partais vraiment de zéro. Si je m'étais dit, je vais créer un podcast, eh bien, je peux vous garantir qu'il n'y aurait absolument rien qui existe aujourd'hui si je l'avais laissé tel quel. Aujourd'hui, je vous disais, j'ai 18 000 écoutes par mois, ça a débouché sur une émission, je suis en train d'écrire un livre issu du podcast, et je vous raconte tout ça pas pour vous dire ce que je fais, mais pour vous dire qu'une idée peut vous emmener beaucoup plus loin aussi que ce que vous ne pensez. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode-là si je la décline pour le podcast ?
Créer un podcast, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que je trouve un sujet. Ensuite, il faut que je trouve un titre de podcast. Ça demande aussi d'aller regarder les questions de propriété intellectuelle, etc., de ce qui existe ou pas. Il faut que je trouve des invités. Il faut que j'écrive une introduction. Il faut que je liste le matériel technique, c'était un peu ma phobie, à acheter. Il faut que j'achète le matériel technique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, quand sur ma liste, il y avait listé le matériel technique, j'ai pris 15 minutes, pas plus. Je me suis dit, OK, il faut un enregistreur, il faut un micro, il faut ceci, il faut cela. J'ai été sur un grand site qui livre très rapidement, que personne ne connaît, et j'ai commandé mon équipement. Et j'avais déjà avancé. Et une fois que j'avais mon équipement, je n'allais pas rester avec mon équipement que j'avais acheté sans rien faire. Donc évidemment, ça m'encourageait à aller encore plus loin et à continuer. Donc vous voyez, les tâches concrètes et terminables, c'est ça, et c'est hyper important. Si demain vous voulez obtenir une augmentation, listez toutes les tâches. Ne vous dites pas juste, je voudrais passer de temps à temps, se renseigner, s'informer, s'entraîner, se faire conseiller, avoir des sponsors, avoir une première discussion, prendre du feedback, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça marche pour absolument tout. Donc, objectif SMART, tâches concrètes et terminables. Le troisième point, alors ça j'aime bien cette image, vous voyez l'échelle, ça illustre très bien. C'est-à-dire que si vous restez avec des objectifs qui ne sont pas suffisamment déclinés en tâches concrètes et terminables, la première marche, si moi je m'étais mis créer un premier épisode, ok, mais comment je passe de je veux faire un podcast à je crée un premier épisode si je n'ai pas tout décliné avant? Donc vous voyez, c'est des petites marches qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier et d'éviter aussi la procrastination. Je sais que ça peut être un sujet chez certaines ou certains, donc c'est hyper important. Alors, il y a aussi un point important quand on veut se lancer, c'est le rapport à l'échec. Alors ça, c'est quand même très français. On a un petit peu de mal avec ça. Ce mot, moi, je pense qu'il faudrait vraiment l'évincer. En fait, si vous changez de perception, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vais juste vous donner peut-être une phrase sur le sujet de l'échec, essayez de changer votre perception et ne voyez pas l'échec comme un résultat. Voyez l'échec comme une étape normale vers un futur succès. Je ne connais aucune femme ou aucun homme qui a fait une grande réussite sans connaître d'échec. Simplement en France, il y a cette sorte d'iceberg, vous savez, du succès, où en fait, on voit les effets du succès, la gloire, l'argent, la notoriété, et on ne voit pas tout ce qu'il y a eu avant. Le travail, la discipline, les risques, les doutes, les échecs, bien évidemment. Donc si vous vous dites, OK, je suis face à un échec, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un résultat, ça ne me définit pas. C'est une étape vers un succès ultérieur. Vous allez voir que déjà, vous allez l'appréhender un petit peu différemment. Donc essayez de changer un petit peu le mindset par rapport à l'échec. Et enfin, je suis toujours sur la partie je passe de l'idée à l'action, hyper important. Enjoy the process, c'est-à-dire prenez du plaisir dans le processus. La meilleure manière de ne rien faire, c'est si vous vous dites « Ah, mais moi je serais content quand j'aurais fait ce projet, quand j'aurais réalisé cette conférence, quand j'aurais écrit ce livre, etc. » Oui, bien sûr que ça reste des challenges et des objectifs, mais apprenez à trouver une source de plaisir pendant que vous êtes dans le dur, pendant que vous êtes en train de faire l'effort. Parce que si vous ne mettez pas une mécanique de plaisir, votre cerveau, à un moment donné, il va s'arrêter. Parce qu'on est fait aussi pour avoir un circuit de récompense. Dans les neurosciences, ça s'explique très bien. Donc trouvez, ça c'est à vous de le trouver, mais trouvez une récompense, une mécanique de plaisir aussi, pendant que vous êtes en train d'accomplir des choses difficiles. C'est hyper, hyper important. Dernier point, c'est le sujet de la confiance en soi. Parce que tout ça, c'est bien, mais pour faire durer le fait d'oser, la capacité à aller de l'avant, à essayer quand on ne maîtrise pas tous les contextes et tous les paramètres, il faut nourrir sa confiance en soi. Et là, il faut comprendre que la confiance en soi, on dit souvent « j'ai confiance en moi », mais on dit plutôt d'ailleurs « j'ai pas confiance en moi ». Sauf que ce n'est pas un acquis, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un capital. Et je vais même vous dire, ça repose sur 3 données qui sont très concrètes. Première donnée, c'est votre niveau de connaissance. Vous allez avoir plus confiance en vous quand, par exemple, avant un examen ou avant une présentation, si vous connaissez votre sujet. On dit souvent « knowledge is power », le savoir, c'est le pouvoir. Bon. C'est un premier ingrédient. Si vous avez de la connaissance, et en fait, acquérir de la connaissance aujourd'hui, je crois qu'on a tous Internet, donc c'est à la portée de tout le monde, vous allez augmenter votre niveau de confiance. On va dire que ça vaut pour 25%. Le deuxième niveau, c'est l'expérience. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait quelque chose, une fois et qui plus est plusieurs fois, typique pour la prise de parole en public, eh bien vous serez plus rodé à l'exercice et votre cerveau, qui a horreur de l'inconnu, aura moins peur parce qu'il aura déjà fait.
Mais pour avoir de l'expérience, il faut oser. Donc évidemment, pour nourrir votre confiance, vous voyez, ça va avec, il faut oser des petites, des moyennes, des grandes choses. Donc premier pilier de la confiance en soi, la connaissance, 25% on va dire. Deuxième pilier, l'expérience. Plus vous faites, plus vous osez, plus vous allez gagner en confiance, 25%. Et troisième, qui vaut pour à peu près 50%, qui est le plus difficile à acquérir, c'est quelque part la puissance intérieure. La puissance intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est je ne connais pas, j'ai pas la connaissance, j'ai jamais fait, j'ai pas l'expérience, mais malgré ça, je sais que je peux y arriver. C'est un peu ça la puissance intérieure, c'est voilà, j'ai pas le niveau de connaissance, j'ai pas le niveau d'expérience, mais j'y vais quand même parce que j'ai cette confiance intérieure, cette puissance intérieure. Alors c'est le plus difficile à obtenir, mais c'est pas impossible. Et vous voyez que je fais exprès de vraiment rationaliser la confiance en soi parce qu'il y a un mythe autour de la confiance en soi, comme il y a un mythe autour du charisme. Et j'insiste, personne n'est né avec du charisme ou avec de la confiance en soi. C'est des éléments qui se travaillent et qui s'acquièrent et c'est à la portée de toutes et de tous. Donc, les 3 piliers, je vous en ai parlé, donc connaissance, expérience, puissance intérieure. Comment est-ce qu'on nourrit cette fameuse puissance intérieure ? Bon, il y a plusieurs choses à faire. Je vous en cite quelques-uns. D'abord, il y a le fait d'alimenter quelque part, il n'y a pas de secret, mais d'alimenter l'amour de soi, c'est-à-dire avancer vers la connaissance de soi. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez avoir conscience de la personne que vous voulez devenir, je vous ai parlé de vision personnelle, plus vous allez vous dire « je connais mes forces, je connais mes faiblesses », et si j'allais accentuer sur mes forces, plutôt que d'essayer à tout prix de combler mes faiblesses ou de m'améliorer sur ce que j'aime moins faire, par exemple. Donc en fait, c'est un exemple sur quand je vous parle de cultiver ses forces plutôt que ses faiblesses, mais la conscience et la connaissance de soi sont des éléments fondamentaux qui viennent nourrir votre estime de vous-même et donc votre confiance en vous. D'accord ? Il y a, je vous en ai un peu parlé avec les mots, avec les croyances limitantes, avec les pensées limitantes, revoir son discours intérieur. Et là, j'insiste. Ça ne veut pas dire que si tous les matins, vous vous dites « je suis le meilleur ou la meilleure, je vais y arriver, je peux réussir », que vous allez forcément y arriver. Je ne suis pas en train de vous dire ça. On n'est pas aux États-Unis. Je vous tiens un discours, on va dire, que j'essaie de rendre le plus réaliste possible. En revanche, je vous garantis que si tous les matins, vous vous dites « je suis nul, j'ai aucune chance, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi », là, je vous garantis que vous n'allez pas y arriver. C'est un peu dans cette optique-là qu'il faut voir les choses, d'accord ? Donc, revoir son discours intérieur et par rapport aux croyances limitantes dont on a parlé, essayer de les substituer, une fois que vous les avez identifiées, comme des croyances ressources. Et là, évidemment, il y a un côté fake it until you make it. Il faut un peu faire semblant au début. C'est-à-dire que si vous voulez, je reprends l'exemple de la prise de parole en public, vous n'allez pas passer de j'ai peur et je me sens pas à l'aise à je suis le meilleur orateur d'Europe. Non. En revanche, vous pouvez vous dire j'ai à ma disposition toutes les compétences et toutes les qualités pour être un bon orateur. Et si vous vous répétez déjà une phrase comme ça de manière régulière, vous allez voir que votre perception, elle va commencer au fil du temps, évidemment, à évoluer. D'accord ? Donc, revoir son discours intérieur. Enfin, cultiver l'optimisme. Ça, c'est hyper important parce que c'est très compliqué d'être audacieux ou d'être audacieuse si on n'a pas un minimum d'optimisme. L'optimisme, c'est pas quelque chose de niais, c'est pas quelque chose de non réaliste. Non, l'optimisme, c'est quelque chose de très concret. C'est se dire, même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, j'ai la capacité à y arriver. En fait, c'est une sorte d'optimisme réaliste. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme réaliste ? C'est que dans la vie, on a tous des buts et on a des chemins pour y parvenir. Ce qui est dangereux, c'est l'optimiste, on va dire, un peu décorrélé de la réalité. Celui qui dit on va y arriver, optimiste de but, et ça va être facile, optimiste de chemin. Non. Là, l'optimisme réaliste, c'est pessimiste de chemin et optimiste de but. C'est-à-dire, on va y arriver, mais ça va être compliqué. On va réussir, mais il faudra surmonter des obstacles. C'est un petit peu ça l'état d'esprit à cultiver. Et enfin, alimenter aussi sa confiance au quotidien. On parle beaucoup de to-do list, alors c'est très bien. Il faudrait aussi commencer, moi je le fais tous les 15 jours et les personnes que j'accompagne en coaching, je leur fais faire aussi, à tenir des did lists. Les did lists, c'est tout simplement screener, regarder votre agenda des 15 derniers jours et noter dans un carnet, ça prend même pas 15 minutes, les petites, les moyennes et les grandes réussites, les éléments dont vous êtes fiers.
Ça va évidemment vous servir pour nourrir le sujet de la confiance en vous, mais si vous êtes sujette ou sujet au syndrome de l'imposteur, si vous avez des éléments concrets et tangibles dans un carnet ou sur un document, ça va évidemment vous aider. Si vous avez des évaluations annuelles ou des entretiens, ça va évidemment vous aider de relire tout ce que vous avez réussi avant. Et ça vient bien sûr nourrir votre confiance en vous et cette fameuse puissance intérieure. Voilà ce que je voulais vous partager sur le sujet. Est-ce qu'on peut avoir une idée du temps ? Alors, il est 42. Parfait. Alors, on va peut-être garder un moment pour les questions, s'il y en a qui ont des questions. Ah oui, et je voulais terminer quand même sur, justement, avant que vous me posiez vos questions, sur cette question que je vous invite sur le sujet de l'audace à vous poser régulièrement. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Ça permet aussi de remettre un petit peu les compteurs à jour. Je vois qu'il y en a qui cherchent là. Et de se dire, très bien, est-ce qu'au niveau de mon audace, j'ai une gymnastique, souvenez-vous, la gymnastique du possible. Et ça permet, c'est un entraînement. C'est pour ça que cette conférence s'appelle « Muscler son audace » quelque part. Se remémorer régulièrement et se poser la question, quelle est la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois ? Ça peut être des petites choses, des moyennes choses, des grandes choses, quel que soit le champ, pro ou perso, mais essayez régulièrement de se poser cette question-là. Voilà, c'était la question sur laquelle je voulais vous laisser avant de prendre justement vos questions, les questions des personnes qui sont là et des personnes qui sont à distance. Avec nous à distance. Ouais. Alors, pour le moment, les personnes à distance n'ont pas encore posé de... Ah, si, une première question qui vient d'arriver. C'est Delphine. Donc, l'audace, c'est aussi savoir dire non, donner son avis, faire autrement si ce qu'on nous dit, ne nous convient pas. Ça muscle aussi ? Oui, c'est une excellente question, c'est Delphine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Delphine, c'est une très bonne question, une très bonne remarque en fait. Bien sûr, le fait de dire non par exemple, c'est très intéressant. On a parlé de vision personnelle. À un moment donné, si vous avez une vision de la personne que vous voulez devenir à horizon 10 ans, vous allez devoir bien évidemment faire des choix et donc être amené, je reprends l'exemple de Delphine, à dire non. C'est pas évident de dire non, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur aussi d'être rejeté, d'être moins aimé. Ça vient faire écho quand même à des besoins fondamentaux de l'être humain qui peuvent nous déstabiliser. C'est pas agréable. Sauf que, dites-vous bien quelque chose, c'est que parfois, quand vous dites oui à un projet ou à quelqu'un, soyez sûr que vous n'êtes pas en train de vous dire non, justement, à vous-même. Et ça, c'est quelque chose de capital. Moi, j'aime bien dire qu'avant de dire oui à quelque chose, projet ou personne, peu importe, à une sollicitation, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir ? Si c'est oui, ça suffit en soi-même, c'est une bonne raison suffisante pour dire oui. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait progresser vers ma vision personnelle ? On a parlé de vision personnelle, vous voyez ce que c'est. Est-ce que ça vient me faire avancer vers mes objectifs, vers mes rêves ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient m'apprendre quelque chose de nouveau ? On a aussi parlé de curiosité en introduction. Si la réponse à l'une de ces trois questions est oui, ça suffit. Et voilà, c'est important de se dire, effectivement, le fait de dire non, ça vient renforcer votre audace, ça vient aussi renforcer votre leadership, tout simplement, parce que parfois, quand vous dites non, c'est aussi pour vous rapprocher de la vision personnelle que vous avez pour vous-même. Donc, c'est utile. Et en plus de ça, je vais même aller plus loin sur ce sujet-là, c'est aussi rendre service aux autres. Parce que si vous dites non pour la bonne raison, vous êtes dans une démarche d'authenticité. Donc, vous avez une intégrité, une authenticité envers vous-même d'abord, mais aussi envers les autres. Et on a beaucoup plus de respect pour les personnes qui ont cette intégrité-là, qui ont le courage de parfois dire non. Et l'autre point, c'était ne pas accepter toutes les remarques. Oui. Oui, c'est un très bon point aussi. Par exemple, souvent, on a des choix à faire et puis on va demander l'avis de nos amis, de nos parents, des gens autour de nous. Alors, c'est très bien de demander l'avis de Pierre-Paul Jacques. Ça permet d'ouvrir les chakras, de prendre des feedbacks. Moi, je pense qu'il faut écouter les avis. Mais attention, le décisionnaire ou la décisionnaire finale du choix, c'est vous et vous seul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si il s'avère que ce choix était un bon choix parce que vous avez eu une réussite par la suite, vous ne pouvez finalement vous en tenir et vous applaudir qu'à vous-même, donc ça vient aussi renforcer votre estime de vous-même. Et s'il s'avère que ce n'était pas la bonne décision, au moins vous apprenez et vous avez la totale responsabilité de vos actes. Quand on est audacieux, on n'est pas spectateur de sa vie. On est acteur de sa vie. Et ça permet aussi de se dire je suis pleinement responsable de mes décisions et je ne vais pas attendre d'avoir la validation de telle ou telle personne. Des avis, oui, mais le choix final vous appartient. Et effectivement, muscler son audace, c'est aussi ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors,
Plusieurs questions sont arrivées. L'ambition personnelle et l'ambition professionnelle sont-elles compatibles ou bien l'une nécessite de sacrifier l'autre? Ouais, c'est une bonne question. Disons qu'il faudrait redonner une définition de l'ambition. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien dire que l'ambition, c'est le fait d'avoir le courage d'oser se réaliser. Et c'est un champ très large, aussi bien professionnellement que personnellement. Et pour répondre à cette question, je crois qu'il faut bien distinguer quelque chose. Il faut être à l'aise avec le fait que la vie est faite de cycles. C'est-à-dire qu'on a le droit, à un moment donné de sa vie, de vouloir mettre un focus total sur sa carrière, à un moment donné de sa vie, de vouloir mettre un focus total ou partiel sur sa vie personnelle, et on a le droit de tout vouloir. On a le droit de se dire « je veux être aussi épanoui personnellement que professionnellement, et je vais y arriver ». Est-ce que ça va être simple ? Non, ça demande du travail, ça demande de la détermination, ça demande de se mettre d'accord avec son entourage, ça demande de communiquer et ça demande d'oser assumer ses rêves. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous essayez déjà de mettre tout ça en place, je pense qu'on peut totalement concilier ambition professionnelle et personnelle. Simplement, il faut être à l'aise avec le fait de se dire, ça ne va pas forcément être simple, mais j'y aspire, donc je peux le faire. Donc pour moi, oui, c'est conciliable. Très bien. Merci. Encore une autre question qui est arrivée. Ne faut-il pas imaginer et anticiper les pires scénarios pour atteindre ses projets et ses rêves? Alors, oui, c'est une bonne question. Le problème, c'est que le scénario du pire, c'est notre logiciel par défaut. C'est un petit peu ce que je vous disais quand je vous disais qu'on a 65 000 pensées par jour, 75% de pensées négatives. C'est lié à notre survie de l'espèce. On voit le danger avant l'opportunité. Et d'ailleurs, les chaînes d'information en continu, pour ne pas les citer, BFM ou autres, ont compris ça, c'est leur mécanique, c'est-à-dire qu'ils surfent sur l'information négative, dangereuse, parce qu'ils savent que c'est ce qui marche. Donc, la réponse à cette question, j'ai envie de dire plutôt catégoriquement non, même si je comprends ce qui se cache derrière. La question, c'est anticiper ce qui pourrait ne pas marcher. Mais ça, on l'a très rapidement, en général, dans un coin de notre tête. Moi, j'encourage plutôt à voir justement qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, parce qu'en général, avant de se lancer, on a plutôt tendance à maximiser l'impact d'un potentiel, on a dit échec, on a dit qu'on appelait ça étape, mais de potentiels échecs, et à minimiser la réussite que ça peut générer. Exemple très concret. Dans les personnes que j'accompagne, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, moi j'ose pas solliciter telle personne sur LinkedIn, j'ai peur de la déranger ou ceci ou cela ». Mais en fait, on maximise à un point inimaginable le fait qu'une personne sollicitée sur LinkedIn va se vexer, que le fait qu'elle ne nous réponde pas va nous afficher devant la terre entière alors que ce sont des messages en plus en one-to-one. Et on minimise le fait que cette personne, si on osait la contacter, parce qu'en général, on a souvent une bonne raison de la contacter, non seulement elle pourrait dire oui, et je vous garantis que moi je l'ai fait pour mon podcast, mais j'ai eu un nombre de oui que j'imaginais même pas, même au début, même quand c'était pas connu, et ensuite que ça peut nous ouvrir des portes et nous apporter énormément. Donc non, le scénario du pire, il faut se dire voilà, il y a un risque, ok, il y a des risques peut-être, mais il faut pas que ça nous empêche d'aller de l'avant, et je dirais il faut plutôt alimenter le scénario du meilleur, quoi. Alors il y a encore une question qui est arrivée. Marie Saint-Filtre qui montre ses fesses aux Oscars au nom de l'audace, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si je suis très honnête, je n'ai pas vu ce passage-là des fesses de Marie Saint-Filtre aux Oscars. Je vais regarder dès la fin de cette conférence. Donc, j'ai pas trop le contexte. Mais qu'est-ce que ça m'inspire? Disons que pour moi, il faut que derrière chaque acte, je ne sais pas si c'est de l'audace, je dirais plutôt que c'est une manière de communiquer ou une manière peut-être de provoquer, parfois pour des raisons légitimes ou non. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Je dis juste que quels que soient les actes qu'on ait, c'est peut-être ça la meilleure réponse à cette question, il faut que derrière, il y ait une consistance. C'est-à-dire que quels que soient les actes, même des actes un petit peu qui peuvent paraître choquants ou pas appropriés comme ça, tout se respecte à partir du moment où vous avez une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est très difficile. C'est vraiment quelque chose qui force à l'humilité. Si on regarde dans le quotidien, combien de personnes pensent des choses, disent l'inverse, ou du moins pas tout à fait la même chose, ou bien disent des choses et font le contraire, ou pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez, avoir cet alignement-là, si cette dame qui a montré ses fesses aux Oscars, c'est cohérent avec ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle a fait, j'ai envie de dire why not, j'ai pas le contexte, mais je trouve qu'il faut se poser surtout ces questions-là par rapport à un alignement qui permet aussi d'être crédible pour soi d'abord, mais aussi pour les autres.
Très clair. Merci. Sur le chat, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais peut-être quand... Ah bah super. Voilà. Mais on peut prendre d'autres questions, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous auriez une astuce à partager pour pratiquer le lâcher-prise? Parce que finalement, l'audace, c'est un petit peu affronter ses peurs. Enfin, oui. Ouais. Alors, je respecte juste la question pour les personnes qui sont en visioconférence. Est-ce que vous avez une astuce à partager pour lâcher prise finalement? Oui, c'est une très bonne remarque parce que souvent, alors ça va aussi un petit peu de pair souvent avec le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'avoir un alignement des planètes avant d'oser. Et combien de fois j'entends des personnes dire voilà, moi je passerai à ce projet-là où j'oserai quand j'aurai ceci, cela. Évidemment, à un moment donné, pour être audacieux, il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase en anglais, vous savez, qui dit « better done than perfect ». Mieux vaut fait que parfait. Je pense que si on attend que les choses soient vraiment alignées, que ce soit parfait, que toutes les conditions soient réunies, on n'ose pas, ou trop peu. Je pense qu'il faut se dire qu'en osant, même quand on n'a pas toutes les conditions requises, on va forcément trouver des réponses et des solutions dans l'action. En fait, je crois beaucoup au levier pour répondre à cette question, au levier de l'action. L'action qui permet d'avoir des réponses qu'on ne peut pas avoir si on reste dans la théorie ou si on n'est pas à un moment donné dans un lâcher-prise en se disant « Ok, j'y vais, je me lance, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ça fera partie de l'expérience, ça viendra alimenter la réflexion, ça m'apportera des réponses que de toute façon, je n'aurai jamais si je ne passe pas à l'action. » Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais peut-être que pour aller dans ce même mode, des personnes qui sont perfectionnistes ou qui souhaitent vraiment avoir tout sous contrôle, c'est de se dire pourquoi est-ce que je suis autant attachée au fait d'avoir prise sur les choses et de contrôler ça. Donc là, c'est peut-être une déconstruction des croyances, etc. Et ensuite de se dire, même si je veux tout faire parfaitement, une des manières de bien faire, c'est finalement d'y aller, même quand je ne maîtrise pas tout, parce que je vais obtenir des réponses que je n'aurais jamais eues si je ne m'étais pas lancée, si je n'avais pas osé. De rien. D'autres questions, non? Non. Alors sur le chat, non plus pour le moment. Ah, s'il y en a une qui vient d'arriver. On entend souvent des propos négatifs autour de l'ego, mais finalement, n'est-ce pas, excusez-moi, lui qui nous donne et qui nous pousse à l'action? Oui, c'est une bonne question sur l'ego. Effectivement, il y a, alors ça revient un petit peu à dire ce qu'on mentionnait sur la puissance intérieure, le fait que quand on n'a ni la connaissance ni l'expérience, on va avoir suffisamment de confiance en soi qu'on peut rattacher à un moment donné à l'ego pour se dire j'y vais quand même et je vais quand même pouvoir réussir même si je ne connais pas et que je n'ai jamais fait. Je pense qu'il faut un juste équilibre, c'est-à-dire que l'ego, si c'est celui de l'amour de soi qui vient nourrir justement cette puissance intérieure, oui. Je pense qu'il faut aussi se libérer du fait de ne pas oser parler de ses rêves, de ne pas oser parler même de ses réussites. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on accepte de passer du savoir-faire, qu'on a en général tous et toutes dans un secteur, au faire savoir, c'est-à-dire communiquer sur ses réalisations, pas par ego justement, mais parce que quand vous communiquez sur ce que vous avez fait de bien, sur les succès professionnels ou personnels, vous n'êtes pas juste en train de parler de vous en fait. Vous êtes en train de mettre à la disposition du plus grand nombre ce que vous savez faire. Donc potentiellement, de quelle manière vous pouvez aider les autres, et puis aussi, assumer aussi cette fonction quelque part à votre niveau, chacun dans votre sphère, personnelle ou professionnelle, mais j'ai pas envie de dire rôle modèle parce que souvent ça impressionne et on se dit oulala, c'est surtout pas moi, mais de support d'identification. Les parents sont des supports d'identification qui aident leur enfant à grandir. Vous êtes certainement pour une personne parce que vous avez fait tel sport, joué tel instrument de musique, parce que vous avez eu telle expérience professionnelle, parce que vous avez traversé une étape personnelle compliquée, vous avez une responsabilité de support d'identification pour d'autres personnes. Et ça, c'est pas de l'ego. C'est le fait d'accepter qu'on passe du savoir-faire, ou même du savoir-être, au faire savoir. Et c'est important parce que derrière ça, il n'y a pas que de l'ego, il y a aussi de la responsabilité. Donc, de l'ego pour être audacieux, oui, si c'est de l'ego, on va dire bien placé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur le chat, pour le moment, pas d'autres questions. Je pense que dans la salle non plus. C'est une petite. Bon, je vous rejoins à la fin, je suis vraiment désolée, j'ai raté le début, mais je me lance un jour, j'ose entrer dans le cadre, alors que j'ai absolument pas préparé. Non, je suis très très contente de vous avoir retrouvé pour ce sujet, mais d'autant qu'avant que tu arrives, c'est tellement un vaste sujet, la confiance, que je te rejoins complètement. On disait que la confiance en soi, on dit souvent j'ai ou j'ai pas.
c'est pas un acquis, c'est un capital qui peut se développer, ça se travaille. Mais ça, en fait, je pense qu'on le répétera jamais assez, donc merci pour ta question, parce qu'on se dit toute la journée, on parlait des mots, des phrases, des injonctions, des croyances limitantes, ah mais moi, j'ai pas confiance en moi. Comme si c'était un acquis et que ça pouvait jamais évoluer. Et donc, en fait, on pourra en reparler avec plaisir. C'est un vaste sujet. On peut faire une conférence entière là-dessus. Ça repose sur différents piliers, la connaissance, l'expérience et puis cette fameuse puissance intérieure qu'on peut développer. Donc oui, tu as totalement raison. Mais il y a aussi cette phrase, ça me fait penser ce que tu dis, à cette phrase de Sénèque, que vous connaissez peut-être, qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Exactement. Donc c'est rattaché à ça, quoi. Et je suis désolée, je termine, mais c'est aussi les questions qui permettent d'enrichir en plus. Je faisais un post la semaine dernière qui disait « C'est en osant qu'on devient légitime ». Les gens se disent moi je vais devenir légitime, mais pour devenir légitime il faut oser en fait, c'est ça qui permet de devenir légitime. Donc au début évidemment on ose, mais il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour oser. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue et on ne devient jamais légitime. Voilà, c'est un peu ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Magnifique conclusion. Merci Carmen, merci. Merci Laura, merci à beaucoup, tous ceux qui nous ont suivis à distance ou à leur bureau, parce que c'est vrai que parfois c'est plus facile. Vous savez que nous organisons toujours un petit after work après nos conférences Sharender. Donc si vous voulez bien nous rejoindre dans le lounge, on vous attend et on va continuer à discuter avec Laura, qu'on attend bien évidemment pour une prochaine édition Sharender. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à Marie d'avoir si bien assuré. Elle est parfaitement...